Nous allons parler d'une nouvelle application qui a pour but de faciliter le quotidien des aidants. L'application, son nom est Eddy et nous allons en parler avec son cofondateur, Théo Masini. Bonjour Théo. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez. Et puis après, on va présenter Eddy. D'accord, très bien. Je m'appelle Théo, j'ai 31 ans et je suis l'heureux cofondateur d'Eddy. Avant ça, j'ai travaillé dans le conseil en innovation. Donc, d'abord dans une société qui s'appelle Schoolab, où mon boulot, c'était d'accompagner des grandes entreprises, notamment des entreprises du CAC 40, à sortir des innovations qui allaient avoir un sens et qui allaient pouvoir permettre notamment d'améliorer la relation qu'ils avaient avec leurs clients finaux. Donc ça pouvait être soit des consommateurs finaux, soit des partenaires commerciaux ou des fournisseurs. J'ai continué un peu dans cette démarche dans une autre entreprise qui s'appelle Supper, où je faisais également à peu près le même boulot. Et suite à ça, il y a à peu près 2 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec mon associé Benjamin, où nous n'avons pas tout de suite commencé par Eddy, mais on est on n'allait pas réinventer les choses qu'on savait faire. Donc, on a lancé notre première société qui s'appelait Foils. Avec vraiment la volonté toujours d'être très pragmatique dans l'innovation, c'est-à-dire de comprendre un problème, puis d'y apporter des solutions concrètes qui pouvaient être soit des solutions digitales, soit des services à apporter. Et on a pu donc du coup continuer sur notre lancée et accompagner d'autres clients, donc notamment LVMH, Heineken, EDF. Mais voilà, cette première expérience entrepreneuriale, c'était sympa, mais le conseil en tant que tel, c'était pas là où on se retrouvait le plus en termes de sens, dans la mesure où on avait tendance à faire pour les autres. Et c'est ce qui nous a mené à nous plonger un peu dans une réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire qui a un sens pour nous et sur lequel on pourrait vraiment apporter de la valeur à nos utilisateurs ou consommateurs. On a fait on a appliqué les méthodologies qu'on appliquait à nos clients, c'est-à-dire d'essayer de faire de l'étude et de la recherche utilisateur. Et qui de mieux que nos familles comme utilisatrices et consommatrices principales, avec une situation qui me touchait assez personnellement à l'époque, c'était la perte d'autonomie de mes grands-parents, qui s'est fait assez progressivement. Donc j'ai vu tout le phénomène de la situation d'autonomie complète au domicile jusqu'à des petits problèmes pour faire les papiers, des petits problèmes pour prendre la voiture, enfin pour se déplacer et beaucoup d'inquiétudes. Et ce que j'ai observé à partir de ce moment-là, c'était que tous ces petits problèmes, ils étaient souvent résolus par la même personne. Donc c'était dans mon cadre familial, c'était ma mère, Emmanuelle, qui a petit à petit pris toute cette charge mentale sur ses épaules. Une charge mentale qui est venue s'additionner à une vie professionnelle déjà bien remplie, puisqu'elle est chef d'entreprise et une vie de famille qu'il fallait gérer. Ça a été petit à petit, je dirais pas la dégringolade, mais ça s'est aggravé au fur et à mesure, dans la mesure où mes grands-parents, avec leur situation de dépendance allant croissant, ça a rajouté énormément de charge mentale sur les épaules de mes parents, enfin, notamment de ma mère. Et face à ça, moi, j'étais assez impuissant dans la mesure où, en plus, je vivais pas exactement au même endroit que mes grands-parents. J'étais un peu un témoin à distance de cette situation sans avoir vraiment de poids pour régler tout ça. Face à cette situation, je me suis dit, mais peut-être en fait que ma mère, c'est pas la seule aidante qui est dans cette situation. D'ailleurs, à cette époque, j'ignorais qu'on utilisait le mot aidante. Euh, aidant. On a continué cette recherche, cette phase d'exploration où on a interrogé toutes les personnes qui pouvaient concevoir, enfin, qui faisaient faire partie de l'écosystème autour de l'aidance des personnes en situation de dépendance. On a parlé à des familles, à des sociétés d'aide à domicile, à des organismes de logement type EHPAD pour les personnes âgées et à des personnes en situation de dépendante, de dépendance en soi. Et c'est là que nous est venue un peu l'idée de dire que, en fait, le gros problème souvent dans l'accompagnement de la dépendance, c'est que les personnes qui accompagnent n'ont pas les bons moyens de s'organiser avec leurs proches, notamment, et n'ont pas accès aux services qui pourraient leur permettre de gagner du temps. Parce que c'est, en plus d'une situation émotionnelle assez dure,
c'est du temps dont les aidants n'ont pas et sont toujours en fait à la recherche du temps. Et de façon générale, ce qu'on a pu observer, c'est que beaucoup de personnes sont toujours, doivent faire les choses pour hier, enfin sont toujours en retard et n'ont même plus le réflexe derrière d'aller déléguer envers les personnes qui pourraient les aider. Enfin. Et c'est vraiment dans cette optique qu'on a eu l'idée de créer Edi, une application donc, qui a vraiment vocation à accompagner les familles de personnes en situation de dépendance pour soulager les aidants. À ce moment-là, quand vous recherchez des informations, enfin, ou des solutions, il y avait déjà des solutions qui existaient pour les aidants. Pourquoi développer une application? Alors, il y a des solutions. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a beaucoup de solutions, effectivement, parfois même trop, dans la mesure où, en fait, il n'y a pas une très très bonne lisibilité de cette offre de solutions. Il y a des groupes de parole, il y a des solutions de répit, qui est d'ailleurs une des solutions qui marche quand même bien avec les aidants, enfin, qui a beaucoup de visibilité en ce moment. Euh, mais le fait, c'est que enfin, l'accès à cette information, c'était pas forcément hyper simple. Et bien sûr, il y avait des solutions, mais des solutions d'organisation dans la sphère d'une équipe d'aidants, on a cherché, on n'avait pas forcément trouvé à l'époque. Et c'est pour ça qu'on a exploré vraiment cette verticale, dans la mesure où en fait on voit également que les applications, donc ça existe depuis quand même presque 20 ans aujourd'hui, en fait, avec les lancements des smartphones, mais les applications font de plus en plus partie de notre quotidien, même dans le quotidien des familles. On voit par exemple des applications pour gérer l'argent de poche des enfants au sein d'une famille. On voit lorsqu'on part en vacances des applications qui vont permettre de répartir les coûts entre un groupe d'amis pour pouvoir avoir un vrai suivi des coûts. Et en fait, nous, on intervient un peu, enfin, de toute façon, on ne se réinvente pas, on vient un peu de ce monde, un peu du digital, et on se dit vraiment que le digital peut avoir une valeur ajoutée pour faciliter des situations assez compliquées pour les familles. L'application Eddy, elle permet quoi? Elle offre quoi comme service et comme fonctionnalité? Il va y avoir trois grands piliers sur lesquels on va intervenir avec Eddy. Le premier pilier, c'est vraiment l'application de gestion et de coordination de l'aidance. Et pour cela, on va avoir quatre fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui va être un agenda partagé, où l'ensemble des personnes qui sont invitées et qui ont l'autorisation d'intervenir dans le cadre de l'accompagnement d'une personne en situation de dépendance peuvent visualiser des événements, peuvent ajouter des événements et des tâches. On va avoir une fonctionnalité qui va être la gestion des comptes rendus. La gestion des comptes rendus, ça va être vraiment ce qui va être la clé du suivi d'une personne en situation de dépendance. Toutes les personnes qui interviennent au domicile, qu'elles soient présentes sur l'app ou non, ont la capacité de laisser un compte rendu qui est visible par l'ensemble des membres de la famille et des personnes qui sont habilitées à voir ce compte rendu. On va avoir une fonctionnalité de gestion documentaire pour éviter les situations où, pour retrouver l'attestation de couverture, il faut remonter les 500 messages de la conversation au WhatsApp. C'est des situations qu'on a vécues. Euh, et on va avoir également euh, une fonctionnalité de gestion des points d'attention. Donc, on va pouvoir avertir les personnes qui interviennent au domicile qu'il y a certains points de vigilance qu'on va devoir suivre et on va pouvoir les monitorer avec notre fonctionnalité de compte rendu qui vont être contextualisés par rapport aux points d'attention qui ont été identifiés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ensemble de la fratrie, en fait, ou des enfants qui peuvent avoir l'application. Par contre, il y aura un aidant principal. Comment ça marche, en fait? Comment vous allez répartir les tâches? Alors, on a beaucoup travaillé sur l'onboarding, dans la mesure où, en fait, quand on va avoir une application qui a vocation de s'occuper de quelqu'un, ce qui est important, c'est aussi, en fait, d'avoir le consentement de la personne qu'on aide. Donc, avant toute invitation, nous, ce qu'on va demander pour activer les comptes, c'est un consentement tacite de la personne aidée avec une signature sur le fait que l'une personne va pouvoir avoir le rôle d'administrateur. Parce que l'administrateur, effectivement, comme vous l'avez bien décrit, Frédéric, il va pas avoir enfin, il va avoir des rôles, des privilèges que les autres utilisateurs n'auront pas. Ah, Il d'accord. aura notamment accès à des documents dits sensibles. Il aura la capacité, en fait, de gérer les membres. Il aura la capacité en fait également d'ajouter et de supprimer certains prestataires au sein de l'application et tout un tas de bénéfices. Donc l'administrateur
invite les autres personnes et peut nommer d'autres administrateurs. Et L'administrateur étant, pouvant être l'aidant principal, j'imagine. Dans les faits, ça, c'est bien ça. sûr, C'est soit le tuteur, soit l'aidant familial. c'est ça. C'est le tiers de la personne de confiance, le tuteur ou simplement l'aidant familial qui a en général la primauté sur ce type de tâches. D'accord. L'ensemble de ces fonctionnalités, comment est-ce que vous les avez développées? Bon, j'imagine après, il y a l'histoire de vos grands-parents et votre maman. Après, j'imagine que vous avez rencontré d'autres aidants. Comment est-ce que ça s'est passé pour développer? Et dans le développement, qu'est-ce qui a changé par rapport à votre vision du début? Qu'est-ce que vous avez modifié? Si vous avez modifié des choses? Oui, bien sûr. Euh, alors, on a, on est vraiment parti du problème, enfin des problèmes, pour essayer de trouver les fonctionnalités qui avaient le plus de sens. Ce qu'on a observé, c'est que dans des situations d'aidance, bien sûr, il y a la situation assez classique où il y a un aidant qui s'occupe de son proche à proximité, mais il y a d'autres situations où, en fait, qui sont assez communes malgré tout. C'est là où il y a des aidants qui sont peut-être pas l'aidant principal, mais qui sont des aidants qui ont envie d'intervenir et qui n'ont aucun moyen d'accéder à l'information pour intervenir. Donc nous, on est vraiment parti de cette population pour essayer de voir quelles informations. On a toujours essayé vraiment d'être focalisé sur l'information nécessaire pour l'aidant pour intervenir. Et donc c'est comme ça en fait qu'est venue l'idée de l'agenda partagé. Et de façon générale, on a aussi observé en fait en écoutant nos clients, enfin et nos utilisateurs on les a écoutés et on a essayé de traduire certaines problématiques qu'ils pouvaient avoir en termes de fonctionnalité, notamment les comptes rendus. Aujourd'hui, en fait, les comptes rendus, faut savoir que quand on fait intervenir un professionnel à domicile, tout passe par les dents principales. Donc, les dents principales va déjà devoir faire le boulot d'aller récupérer l'information auprès des intervenants et ensuite va devoir redispatcher cette information au sein des autres membres de la famille. Et ça prend beaucoup de temps et ça s'ajoute en fait à des. C'est pas un temps qui est très utile dans la mesure où c'est vraiment faire un passeur de plat. Et il y a des fonctionnalités dans d'autres secteurs qui existent. Et la fonctionnalité en fait vraiment de faire un compte rendu, ça vient vraiment de répondre à cette problématique, de réussir à accéder efficacement à l'information qu'on veut proposer à nos utilisateurs. La question qui me vient, donc concrètement, moi je suis auxiliaire de vie, j'interviens auprès de la personne âgée. Je veux remplir, en fait, enfin, vous m'incitez à remplir une sorte de mini compte rendu ou alors tout mettre des éléments. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'auxiliaire de vie a également l'application. Comment ça marche, en fait? Alors, il y a un premier élément déjà qui, pour de contexte, c'est que pour parler des auxiliaires de vie, euh, souvent dans l'organisation qu'ils ont avec les familles qu'ils suivent, il leur est demandé de faire un compte rendu. En général, c'est sur un carnet de liaison. Il faut comprendre en fait que c'est vraiment un carnet de correspondance qui en général n'est pas très bien rempli et est laissé sur la table de la cuisine. C'est-à-dire que les seules personnes qui peuvent suivre le compte rendu sont les autres personnes qui vont pouvoir venir au domicile et visualiser ce carnet de correspondance quand il est bien rempli. Nous, ce qu'on propose aux sociétés d'aide à domicile, c'est une façon plus claire de communiquer avec les familles, dans la mesure où, pour répondre à votre question, les personnes qui interviennent au domicile vont avoir deux choix. Soit ils vont avoir un accès privilégié au sein de l'app, mais qui va être cloisonné pour visualiser les interventions et réaliser ces comptes rendus. Donc il y aura deux intérêts pour ça. Premièrement, pouvoir suivre les points d'attention sur lesquels, en fait, qui vont permettre de mieux s'occuper de la personne en situation de dépendance, et également réaliser un compte rendu qui sera visible à la fois par la famille, mais également par les gestionnaires de sociétés d'aide à domicile qui n'ont aucun moyen aujourd'hui de suivre les comptes rendus qui sont effectués sur le terrain. Donc, nous, on aide à la fois la famille à être rassurée et gagner en sérénité, et les sociétés d'aide à domicile d'assurer une meilleure qualité dans leurs prestations et, in fine, donc, d'augmenter la satisfaction client. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont remplir le carnet physique qu'il y a chez la personne âgée, plus mettre un petit mot dans l'application. C'est ça l'idée. Non. Comment est-ce que vous voyez l'avenir là-dessus? Nous, la vision qu'on a, c'est que l'ensemble des personnes qui sont amenées à intervenir au sein du domicile d'une personne en situation de dépendance puissent accéder de façon cloisonnée, c'est-à-dire qu'ils vont avoir accès uniquement à D'accord. l'information qui est nécessaire pour bénéficier de l'information qui leur est proposée. Et pour ajouter un truc,
c'est qu'il y a soit l'accès cloisonné pour les personnes qui sont invitées à rejoindre là, mais on a également, en fait, et aujourd'hui on a déjà développé cette fonctionnalité, c'est que les personnes qui n'ont pas d'app peuvent recevoir un SMS sur lequel ils vont simplement avoir à remplir un petit questionnaire de deux-trois questions. C'est aussi très important parce qu'aujourd'hui, nous, on pense que le compte-rendu, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des lignes et des lignes de contenu, mais plutôt d'avoir une contextualisation par rapport à des notes qui vont être graduées. Dans cette mesure, on va pouvoir suivre avec un peu plus de granularité certaines constantes qui sont importantes. Par exemple, je pense à la forme, je pense au moral, je pense à l'humeur générale. Et tous ces éléments vont nous permettre, en fait, à terme, d'avoir un meilleur suivi, en fait, sur la situation, s'il y a une dégradation ou au contraire, s'il y a une situation qui est en train de se rétablir. En préparant, il y a un point que vous avez abordé, que je trouve vraiment bien, qui est la progressivité des attentes des aidants, enfin, du rôle d'aidant. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez expliquer puis donner des exemples de progressivité? Oui, bien sûr. Alors, on n'a rien inventé sur ça. Non, mais en fait, vous êtes le premier à en parler aussi clairement. C'est ça qui m'intéresse. Ben, nous, en fait, ce qu'on s'est rendu compte et ce qu'on a vu, c'était que la dépendance, notamment quand on parle en fait de dépendance de personnes âgées, c'est une situation qui va progresser, qui va amener à des nouveaux besoins au fur et à mesure. Ces besoins, enfin, il y a une bonne grille sur laquelle en fait, qui nous a, enfin, sur lequel on s'est beaucoup appuyé. C'est la grille des situations de dépendance, les GIR, de 1 à 6. 6, 5, et disons que le grade 1, c'est vraiment la plus grande des dépendances, et le grade 6, c'est la petite dépendance. Et ça dépend en fait soit de la situation cognitive de la personne, soit de la situation physique. Et plus on va toucher vers le GIR 1, plus on va être dans une situation de dépendance intense. Et donc, quand on est au début d'une situation de dépendance, en général, c'est toujours la même chose, hein, c'est une personne qui a son domicile. À son domicile, au début, il peut y avoir simplement des petits oublis cognitifs qui ne nécessitent pas forcément une adaptation du domicile. Par contre, moi je l'ai vécu aussi pour ma grand-mère, en général, il y a aussi un peu des risques de chute qui arrivent en fait avec l'âge. Et ça mène à, par exemple, au début, on avait simplement des petits besoins d'accompagnement administratif, et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des besoins d'adaptation du domicile. Et donc, il faut trouver quelles sont les aides pour trouver comment adapter son domicile, quelles sont enfin, les actions concrètes que je peux faire pour adapter mon domicile et comment je peux les déployer en fait au domicile de mon proche. Au fur et à mesure, on se rend compte après que le domicile n'est plus forcément la bonne solution parce que les besoins vont croissant. Il n'y a pas soit besoin de faire déménager dans un logement qui est un peu plus adapté, soit euh, accueillir enfin, le parent. Et ça amène en fait d'autres situations, donc notamment préparer des déménagements. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas toujours la même situation, mais il y a une certaine constance où une personne qui va être un aidant va suivre un enfin un processus qui va se répéter au fur et à mesure dans différentes situations. Et c'est dans cette optique, nous aussi, qu'on a essayé vraiment de construire notre application pour apporter le bon accompagnement à chacune de ces étapes de dépendance. Très bien, vous êtes le premier à l'expliquer aussi clairement. Sur la communication dans la famille, la question que je me pose, c'est, bon, on imagine que moi, je ne sois pas le tuteur principal ou l'administrateur, je suis juste un frère, d'accord? Et je reçois votre application, va me permettre d'être plus facilement au courant de ce qui se passe, d'avoir plus d'informations. Est-ce que ça va pas engendrer chez moi plus de questionnements, donc j'ai plus contacté l'administrateur, enfin l'aidant principal. Est-ce que ça se retourne pas au bout d'un moment? Est-ce que vous n'avez pas noté ça, ou ça va, plus on donne d'informations, plus en fait il y a de questionnements, donc en fait plus l'aidant principal a de travail. Est-ce que vous notez ce phénomène-là ou pas? Alors, pas vraiment, à vrai Hein. dire, parce que le fait, en fait, et ça, ça rejoint aussi notre onboarding, c'est que les familles, à partir du moment où elles comprennent, en fait, le rôle de chaque fonctionnalité, la question ne se pose pas parce qu'en fait, on a vraiment travaillé sur l'ergonomie, c'est-à-dire de proposer des parcours à nos utilisateurs pour que quand ils arrivent sur une page, il y ait le moins de questions le moins de questions à se poser. Donc, D'accord, on c'est a ça. une page qui va être vraiment le tableau de bord
où on va pouvoir avoir en une seconde la situation actuelle, qu'est-ce qui va se passer. Une page de suivi dans laquelle on va avoir une contextualisation des éléments qui se sont passés, notamment avec les points de vigilance, les derniers comptes rendus. Et l'idée, c'est de pas de multiplier l'information, mais de réussir à proposer le bon niveau d'information au bon moment. Parce que souvent, c'est ça le problème. Et nous, en fait, ce sentiment, en fait, on a vraiment construit là pour que justement, éviter que les dents familiales se fassent submerger de questions. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Eddie, ça existe déjà dans les familles, mais c'est le cerveau de la personne, enfin de l'aidant familial, qui va redistribuer toutes ces informations et c'est énormément de charges. Est-ce qu'il y a la volonté indirecte de l'aidant familial, enfin de l'aidant principal, de montrer aux autres personnes son rôle en fait et tout l'ensemble de ses tâches? Et est-ce qu'il y a aussi ce bénéfice, j'allais dire bénéfice secondaire en fait, de montrer vraiment tout ce que la personne fait? Euh, Nous, en fait, Eddie, vu qu'on permet de suivre ce qui se passe, on est d'une certaine façon un peu le juge de paix au sein des familles. C'est On ça, est, c'était ça derrière, c'était ça ma question. on objectivise un peu de façon générale qu'est-ce qui s'est passé, qui C'est a ça. organisé quoi, quelles ont été les interventions et à quoi a servi à quoi ont pu servir ces interventions. Ça permet de désamorcer un certain nombre de problèmes au sein des familles. Parce qu'en fait, quand on s'occupe d'une personne en situation de dépendance, il n'est pas rare que les allocations d'autonomie ne suffisent pas à assurer le soin et qu'il y a souvent un reste à charge au niveau des familles. Donc il faut également en fait pouvoir expliquer, faire de la pédagogie en fait sur les différents soins de la famille, notamment s'il y a une répartition des coûts. Et l'idée en fait d'avoir en fait cette application, ça permet en fait d'une certaine façon, de responsabiliser les autres membres de la famille. Bien Parce sûr. qu'ils savent. C'est plus simplement, par exemple, Emmanuel qui s'occupe au quotidien de sa mère et qui a sa parole contre celle de ses parents, mais c'est plutôt d'avoir une application qui, il y a cette situation aujourd'hui, il faut mettre en place une situation d'accompagnement adéquate. Et donc, c'est dans cette optique qu'on... Et je pense pas, pour revenir à votre question au départ, que les aidants familiaux vont servir de veulent se servir de cette application comme un faire-valoir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'abnégation chez les aidants qui prennent beaucoup sur eux pour s'occuper de leurs proches et que c'est très très lourd pour eux et que je pense que pour la plupart, ils n'ont pas les bons outils pour pouvoir déléguer et avoir une bonne répartition de la charge. Nous, l'idée, c'est qu'on vraiment qu'on construise cette équipe d'aidants qui puisse enfin, agir de façon adéquate pour assurer le soin. Oui, en fait, c'est construire ce réseau d'aidants, puis aussi d'attribuer les tâches, les positions à chacun. Chacun Exactement. se met en position par rapport à l'aidant principal, par exemple, et connaît son rôle, en fait. Exactement, il y a notamment il y a des fonctionnalités de microservices sur lesquelles on travaille actuellement, c'est qu'on se rend compte souvent que l'aidant familial à distance, il va pas pouvoir assurer le soin au quotidien. Mais par contre, il peut avoir énormément de poids sur l'accompagnement administratif d'un proche. Et nous, on leur donne les outils pour que, quel que soit leur rôle, ils puissent intervenir. Que ce soit même livrer, enfin réserver des petites prestations qui font plaisir, par exemple des prestations enfin, d'accompagnement et de lecture. Si on n'est pas si on n'est pas à proximité, on veut pouvoir quand même intervenir et on peut le faire à travers notre app. Comment est-ce qu'on fait connaître une application, une nouvelle application sur le sujet des aidants? Je vous pose la question, non mais de façon un peu plus sérieuse, je dirais que c'est un travail de sape, on va dire. C'est beaucoup de discussions déjà avec les aidants eux-mêmes. On s'économise pas vraiment le sujet d'identifier des aidants dans notre réseau. Parce qu'en fait, ce qui est assez marrant dans cette situation en fait, autour de l'aidance, c'est quand on parle de notre sujet, quelle que soit la personne, il va nous dire, ah, mais tiens, je connais ma tante qui est exactement dans cette situation par rapport à ma grand-mère. Ah, mais tiens, je connais euh, ma belle-mère qui est exactement dans cette situation. Donc, c'est une situation qui est déjà assez universelle. Donc, nous, comment on se fait connaître? Bah, on essaye déjà d'avoir un rôle de curation de contenu. C'est au fur et à mesure, ça va être vraiment de réussir à aider les aidants à naviguer dans l'immensité de l'information qui leur est proposée. Et
le second volet, c'est vraiment de travailler avec les associations d'aidants parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des aidants de personnes en situation de dépendance, notamment liée à l'âge. Mais la dépendance, elle est plus large que ça. Il y a des millions de personnes aujourd'hui qui accompagnent des adultes en situation d'handicap ou des adultes qui connaissent la maladie. Et pour chacune de ces typologies, en fait, il y a des associations derrière. Et nous, notre travail, c'est vraiment de convaincre ces associations, de leur mettre à disposition cette solution pour aider leurs membres. Des partenaires, est-ce que vous recherchez des partenaires dans l'univers des aidants, des seniors ou autres? Oui, dans la mesure où nous, on veut agréger d'une certaine façon tous les services utiles pour les personnes en situation de dépendance, il y a forcément un volet de service. Euh, on a d'ailleurs sur notre application une fonctionnalité euh, dite de marketplace, où notre volonté, c'est qu'on veut proposer les services qui reviennent tout le temps à l'aidant à proximité de chez lui. Et pouvoir directement ajouter, avec une requête très simple à travers notre application, une prestation dans l'agenda partagé. Donc oui, on cherche des partenaires, notamment pour la promotion de l'application, parce que on pense que cette application, elle a vraiment un poids et qu'elle va permettre de faire gagner des heures par semaine aux aidants et donc de les soulager un peu. Mais également, on cherche également des partenaires pour pouvoir apporter du service à ces aidants qui, parfois, quand ils sont en ville, ça va, ils arrivent à trouver du monde. Mais quand ils sont dans des situations, notamment à la campagne, c'est plus compliqué de trouver des services. Et nous, on veut leur faciliter le chemin sur toutes les étapes de l'aidance. Super. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter, comme vous voulez. Euh, Moi, j'aimerais m'adresser un peu aux aidants pour cette conclusion, dans la mesure où j'ai vu ma mère. J'ai vu ma mère se fatiguer. Vraiment, on peut parler de ça, d'avoir énormément de charge mentale. Et j'aimerais leur dire que dans cette situation, enfin du moins, qu'ils sont pas seuls et qu'on essaye vraiment de les aider à trouver, à, s- à trouver les meilleures façons que faire que leur vie de famille continue à être une vie de famille. Parce qu'aujourd'hui, quand on passe aidant, on est pratiquement le prestataire de son proche. Et ça permet pas en fait de passer enfin, les bons, parfois derniers moments avec le proche qu'on aime. Et c'est dans cette situation qu'on veut vraiment les aider, à faire que la vie de famille continue à être la vie de famille. Super. Merci Théo Mazzini. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Eddy. Merci beaucoup. Merci Frédéric.